Bonjour, aujourd'hui nous allons avancer un peu dans le chapitre sur les réactions de complexation. Alors si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, je considère que vous avez déjà lu le poly attentivement et là je vais juste revenir sur certains points un peu plus en détail. Particulièrement dans cette vidéo, je vais me centrer sur deux paragraphes, donc les constantes de formation et de dissociation et les diagrammes de prédominance. Alors pour rappel, un métal va former des complexes de coordination. Alors par exemple, si je prends l'exemple du cuivre 2 dans l'eau, donc ce sont des ions Cu2+, cette représentation ici avec des ions Cu2+, et de l'eau tout autour n'est pas du tout réaliste. En fait, ce qui va se passer dans l'eau, c'est ça. Vous avez un complexe hexa-aqua cuivre 2 qui va se former, donc vous avez 6 molécules d'eau qui vont venir s'organiser en octaèdre autour du cation cuivre. Et c'est cette molécule-là, cette entité, qui va avoir cette couleur bleue caractéristique que vous connaissez du cuivre 2+ en solution. Alors ce complexe peut dans l'eau réagir avec d'autres ligands. Alors ici je prends un exemple, l'exemple du ligand amine NH3, j'aurais pu prendre n'importe quoi, hein. Et donc quand j'écris Cu2+ aqueux, ici ça veut dire bien ce complexe hexa-aqua cuivre 2, puisque en fait les Cu2+ dans l'eau ça n'existe pas, hein. Donc ce complexe hexa-aqua-cuivre peut réagir successivement avec plusieurs molécules d'ammoniac pour former des complexes cuivre-ammoniac. Alors la première fois, ça va former donc un complexe monoamine-cuivre 2, puis diamine, puis triamine, puis tétraamine, et on va s'arrêter là. Alors selon les ligands, on peut avoir différents degrés de coordination. Donc avec l'eau, on pouvait avoir 6 molécules d'eau autour du cuivre. Ici, avec l'ammoniac, 4 molécules seront suffisantes et on va avoir un complexe tétraédrique. Donc là, on voit que la formation de ce complexe tétraamine-cuivre 2 peut se faire successivement par 4 réactions avec à chaque fois une molécule d'amine qui arrive. Cette complexation, du coup, va être caractérisée par 4 constantes qui sont des constantes de formation successive du complexe. Leurs expressions à ces constantes donc, sont ici. J'ai détaillé celles pour 1 et pour 4. Donc on les note classiquement Kf, virgule, le degré de coordination du complexe. Donc ici pour le premier, vous avez un ligand NH3, donc c'est Kf1. Et ici, toutes les espèces étant en solution, les activités à chaque fois vont être égales aux concentrations. Donc ça fait bien concentration du complexe divisé par concentration Cu2+, fois concentration NH3, etc. pour Kf2, Kf3, Kf4. Alors ceci dit, hein, si vous faites l'expérience, vous prenez une solution de cuivre 2+ dans l'eau et vous rajoutez de l'ammoniac, ce que vous allez voir, c'est pas la formation successive de complexe 1, 2, 3, 4. Ce que vous allez voir, alors vous allez voir surtout un changement de couleur parce que ces espèces sont colorées et que la couleur va dépendre du ligand. Vous allez voir que la solution bleu clair que vous connaissez de cuivre aqua va devenir beaucoup plus foncée et cette couleur foncée, c'est la couleur caractéristique du complexe tétraamine cuivre 2. Ce complexe a été formé par une réaction que l'on peut écrire comme ça, donc c'est Cu2+ aqueux plus 4 molécules d'ammoniac qui forment le complexe tétraamine cuivre 2. Cette réaction, c'est ce qu'on va appeler la formation globale du complexe. Classiquement, la constante d'équilibre s'écrit bêta, alors ici bêta 4 parce qu'il y a 4 molécules de ligands qui sont impliquées. Donc bêta 4 va s'exprimer comme ça, donc c'est la concentration du complexe divisée par concentration Cu2+, concentration NH3 puissance 4. Alors il y a un lien entre la formation globale d'un complexe et la formation successive du même complexe. Ce lien, c'est que la constante bêta 4 va être le produit des constantes de formation des complexes 1, 2, 3 et 4. Alors ici, je ne vais pas détailler plus que ça. Sachez qu'on définit aussi les constantes de dissociation. C'est la même chose, mais en regardant les réactions dans l'autre sens. Donc si vous avez un complexe qui est formé par Cu2+ plus 4NH3 pour former le complexe, eh bien le complexe tétraamine cuivre 2, dans l'autre sens, se dissocie en Cu2+ et 4NH3. Et du coup, la constante de dissociation, que l'on note Kd pour dissociation, c'est 1 sur bêta. Bon, si vous avez bien suivi, alors dans une solution dans laquelle vous avez Cu2+ et de l'ammoniac, on peut former 4 complexes différents. Le complexe avec 1, 2, 3 ou 4 ligands ammoniac.
On peut, connaissant les constantes de formation successives de ces différents complexes, calculer la répartition de ces espèces en solution. Alors c'est ce que j'ai fait là, et je vous l'ai tracé avec en abscisse PNH3. Alors PNH3, donc c'est moins log de la concentration en NH3. Et tout simplement, pourquoi cette abscisse? Parce que la formation du complexe majoritaire va dépendre en fait de la quantité de ligands que j'ai mis, puisque si j'ai mis un ligand pour un métal, je ne pourrais former le complexe que CuNH3. Par contre, si j'ai mis un excès de ligands par rapport au métal, je vais beaucoup plus facilement former le complexe tétraamine cuivre 2. D'ailleurs, ici, c'est ce que vous pouvez voir. Lorsque PNH3 augmente, donc attention, hein, PNH3 augmente, ça veut dire que la concentration en NH3 c'est 10 puissance moins PNH3, donc elle diminue. Ce que je vais avoir en majorité, ce sont des ions Cu2+ en solution, puisqu'il n'y a pas assez de ligand NH3 pour former de complexes. De la même manière, si je me mets à très bas PNH3, donc c'est-à-dire à très haute concentration en ammoniac, je vais avoir dans ce cas-là le complexe de plus haute stoichiométrie possible. Dans cet exemple, c'est un complexe tétraamine cuivre. Enfin, je peux repérer différents points particuliers. Alors ici, vous voyez, lorsque je pars de la courbe rouge, j'arrive à un moment où je rencontre la courbe orange. À ce moment-là, en descendant en PNH3, c'est le complexe monoamine cuivre qui devient majoritaire. Et j'aimerais savoir très exactement quelle est cette valeur de PNH3 pour laquelle j'obtiens un complexe qui devient majoritaire par rapport à Cu2+. Pour cela, on repart de la réaction de formation du complexe. Ici, Cu2++ plus NH3 donne CuNH3. La constante de formation, on l'a vu juste avant ici, donc son expression est rappelée, et si vous passez cette expression au log, vous obtenez ce qui est écrit juste en dessous en rouge. Et alors là, il y a un parallèle très fort que vous pouvez faire entre cette expression-là et ce qu'on a vu au chapitre précédent sur le pH. Ça doit vous rappeler pH égale pKa plus log de A- sur AH. C'est exactement le même raisonnement qu'on est en train de faire ici que celui qu'on a fait pour établir les diagrammes de prédominance avec les acides bases. Et en particulier, vous voyez dans cette expression-là, donc PNH3 égale log de KF1 plus log d'un rapport entre Cu2+ et le complexe, eh bien vous avez ce log du rapport entre les deux espèces qui va nous intéresser. En effet, si le complexe est majoritaire, alors ce log va être négatif, alors que si le cuivre est majoritaire sous forme Cu2+, ce log va être positif, ce qui veut dire que PNH3 va être plus petit que log de KF1 si le complexe est majoritaire, et plus grand que log de KF1 si Cu2+ est majoritaire. Donc c'est-à-dire qu'on a trouvé là la frontière entre prédominance de Cu2+ et prédominance du complexe monoamine cuivre 2, et cette frontière c'est log de KF1. Ce que l'on peut du coup reporter sur le graphe précédent. Voici, puis on peut retrouver log de KF2, log de KF3 et log de KF4 de la même manière. On peut relever ces quatre valeurs et tracer un diagramme de prédominance avec un axe en PNH3. Le voici. Donc vous voyez que plus la valeur de PNH3 est basse, plus je vais avoir un complexe de haute stoichiométrie. Ici, la plus haute stoichiométrie, c'est donc 4. Ça correspond au domaine où j'ai la plus haute concentration en NH3. A l'inverse, plus PNH3 est élevé et moins j'ai d'amine en solution, du coup, je vais avoir Cu2+ majoritaire. Les quatre frontières ici correspondent aux 4 logs des constantes de formation successives, donc dans l'ordre KF1 4,1, KF2 3,5, KF3 2,9 et KF4 2,1. Je vous ai remis juste en dessous les répartitions des espèces pour vous montrer que c'est exactement la même chose. La représentation du diagramme de prédominance, c'est juste une représentation en 1D de ce que vous avez en 2D sur le pourcentage des espèces. Voilà, donc ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller faire le QCM pour vérifier que vous avez bien compris les contenus de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me les poser sur Zoom. À demain!